Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la fin du 19e siècle. Installez-vous pendant que nous partons au Canada. Mary Pickering Tuplin est née le 5 mai 1870 dans la paisible localité de Margate, nichée dans la campagne de l'île du Prince-Édouard. Margate n'était pas une ville au sens formel du terme. Il n'y avait ni marché animé, ni grands bâtiments. Au lieu de cela, c'était un modeste regroupement de fermes familiales et de granges situées parmi les arbres et les champs et séparées par la rivière du sud-ouest. Bien que n'étant pas une municipalité, Margate était un village dans l'esprit, où chacun connaissait ses voisins et la vie suivait le rythme des saisons, de la terre et de la cloche de l'église. Johnny et Margaret Tuplin étaient établis depuis longtemps dans la région et Mary était la 7e de leurs 10 enfants. Ils vivaient d'un côté de la rivière, entourés de pâturages et de vergers, la terre descendant doucement jusqu'au bord de l'eau. Les journées commençaient tôt et se terminaient tard. Il y a des animaux à soigner, du foin à couper, du pain à cuire, des enfants à habiller et toujours une autre tâche qui attend. Tout le monde contribuait, que ce soit en gardant les oies, en portant du bois ou en tirant des seaux du puits. Les Tuplin, comme beaucoup dans cette région de l'île, étaient d'origine irlandaise et écossaise. Leurs ancêtres étaient venus dans les décennies 500 qui ont suivi deux des plus grands bouleversements en Grande-Bretagne, les Highland Clearance en Écosse et la Grande Famine en Irlande. Les Highland Clearance, à la fin du XVIIIe et début XIXe siècle, ont forcé des milliers de fermiers écossais à quitter leurs terres, les propriétaires préférant l'élevage de moutons plus rentable. Des familles ont été expulsées des terres qu'elles cultivaient depuis des générations et n'avaient en guère d'autre choix que de partir. Certains sont partis vers des villes industrielles d'Écosse ou d'Angleterre, tandis que d'autres, plus audacieux ou désespérés, ont embarqué pour l'Amérique du Nord. Les Irlandais sont arrivés en grand nombre pendant la Grande Famine. L'île du Prince-Édouard, avec ses terres abordables et son isolement, est devenue leur foyer. Ils y ont apporté leur foi catholique, leur chant gaélique et un fort sentiment de parenté. Au moment où Mary Tuplin est née, ces colons avaient déjà établi des racines solides. Ils étaient propriétaires de leurs terres, réputés travailleurs et très attachés à la tradition. La religion était centrale, tout comme la réputation au sein de la communauté. Un bon nom était très important et la moindre rumeur de scandale se répandait rapidement. L'éducation, bien que valable, était souvent secondaire par rapport à la survie. Margate possédait une école à classe unique, typique du Canada rural de l'époque. Elle était dirigée par un seul enseignant, responsable d'instruire des élèves de tous âges. La fréquentation variait selon la saison. De nombreux enfants quittaient l'école dès l'adolescence, parfois plus tôt, pour travailler à la ferme ou s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs. Pour les filles, l'éducation dépassant la lecture, l'écriture et le calcul de base était rare. Leur avenir était déjà tracé sous la forme de travaux domestiques, de mariage et de maternité. Juste de l'autre côté de la rivière South-West, en face des Tuplin, vivaient les Milman, une autre famille d'agriculteurs. Ils étaient des voisins au sens rural, assez proches pour voir les lanternes de l'autre côté de l'eau et se croiser à l'église le dimanche, mais séparés par des champs, des clôtures et la rivière. Les Milman avaient 6 enfants. L'aîné William était né en 1868 seulement, 2 ans avant Mary. Tout comme Mary, William avait grandi dans un monde défini par le travail et la tradition. Il nourrissait le bétail, enlevait les pierres des champs et empilait du bois pour tenir pendant les longs hivers. Son éducation ressemblait beaucoup à celle de Mary. La même communauté, les mêmes difficultés et les mêmes attentes. Mais en tant qu'aîné, William portait le fardeau supplémentaire d'être celui qui reprendrait un jour la ferme et perpétuerait le nom et les moyens de subsistance de la famille. La vie était simple mais difficile, définie par un travail acharné et une lutte constante. Le soir du 28 juin 1887, la maison Tuplin à Margate était plongée dans la tristesse. Ce jour-là, monsieur et madame Tuplin avaient enterré un de leurs fils. Après les funérailles, la famille est retournée dans leur modeste ferme, chacun portant le poids de cette triste occasion à sa manière. La maison était emplie d'une présence discrète de chagrin. Les parents de Mary, c'était le grand, ses 2 sœurs et ses frères, étaient tous là, cherchant le réconfort qu'ils pouvaient dans la compagnie des uns et des autres. Mary, âgée de 17 ans, était assise tranquillement dans la cuisine, berçant l'une de ses nièces. Elle avait dit peu de choses tout au long de la journée.
Puis, sans explication, elle se leva, remit le bébé à sa sœur et sortit. Elle n'a dit à personne où elle allait, seulement qu'elle serait sortie pour un petit moment. La journée ayant été difficile, personne ne l'interrogea. Sa mère pensa juste qu'elle voulait être seule pour une course. Mais à mesure que le ciel s'assombrissait et que Marie ne revenait pas, l'inquiétude commença à s'installer. Monsieur Tuplin décida d'aller la chercher. Il alla chez son voisin, Monsieur Georges Prophète, espérant y trouver Marie. Mais voyant 4 hommes rassemblés en pleine conversation, il fit demi-tour sans demander après elle, réticent à faire de l'absence de sa fille un sujet d'inquiétude, public pour l'instant. Rentré chez lui, il fouilla la grange et longea la route d'hiver voisine, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il retourna une fois de plus chez Monsieur Prophète, cette fois en s'adressant directement à Madame Prophète, mais elle lui dit qu'elle n'avait pas vu Marie. Il était près de minuit et, sans nouvelles de la jeune fille, la famine ne pouvait que tenter de dormir un peu. Au lever du jour, Monsieur Tuplin reprit ses recherches. Il commença chez son gendre, James Somers, puis continua vers les maisons de George Anderson, Thomas Bryanton et Alice Connolly. Chaque visite se termina de la même manière par un hochement de tête et une réponse inquiète et discrète. Personne n'avait vu Mary Tuplin, âgée de 17 ans. À ce moment-là, la nouvelle de sa disparition s'était donc répandue et une recherche commença pour retrouver la jeune fille disparue. Malgré des heures de recherche, elle demeurait introuvable. Dès jeudi, sa disparition concernait toute la communauté. De grandes équipes de recherche se sont formées et les bois environnants ont été fouillés à la recherche du moindre indice sur ce qui aurait pu se passer. Des bénévoles ont parcouru les sentiers près d'Hill Creek, un bras étroit de la Southwest River qui passait en contrebas de la propriété Tuplin. Malgré tous leurs efforts, Marie restait introuvable. Les recherches à Kransato se sont intensifiées habituellement le vendredi lorsque Hill Creek a été dragué, mais sans succès. Ce n'est sans que le samedi qu'un des chercheurs a aperçu quelque chose de blanc parmi les buissons. Une inspection plus attentive a révélé un mouchoir en coton avec la lettre M brodée dans un coin. Lorsque cela a été montré à Madame Tuplin, elle l'a immédiatement reconnu comme appartenant à sa fille. Cette découverte a renforcé les craintes déjà présentes parmi les habitants de Margat que la jeune fille ait très probablement été victime d'un acte criminel. La communauté a continué les recherches sans se décourager. Cependant, ce n'est que dans l'après-midi du lundi 11 juillet que le corps de Marie a finalement été retrouvé dans Hill Creek, non loin de chez elle. Elle avait été attachée à une grosse pierre de 36 ou 41 kilos manifestement pour garder le corps immergé. 6 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait dit au revoir à ses parents et son corps était déjà partiellement décomposé et gonflé à cause du temps passé dans l'eau. La police a continué à chercher des preuves et à quelques mètres de l'endroit où le mouchoir a été découvert, des taches de sang ont été trouvées dans les bois. Les agents pensaient qu'il s'agissait probablement de la scène du crime et supposaient un peu qu'après que la jeune fille ait été tuée, son corps avait été placé sur une barrière qui avait été retrouvée flottant sur la rivière, puis remorquée vers le milieu du ruisseau où le corps avait été relâché pour couler au fond et la barrière laissée à la dérive. Une enquête a rapidement été organisée sous la supervision du coroner McKay de la ville voisine de Clinton. La procédure s'est déroulée de manière formelle habituelle dans le but d'établir la cause du décès et les circonstances qui l'entouraient. La salle d'audience était remplie de voisins, de membres de la famille et de curieux, dont beaucoup avaient participé à la recherche de Marie seulement quelques jours auparavant. Madame Marguerite Tuplin, la mère de Marie, fut parmi les premières à être appelée. Elle a confirmé que le mouchoir brodé retrouvé près du ruisseau appartenait bien à sa fille. Elle a parlé de la routine de Marie et de son comportement dans les jours précédant sa disparition, ainsi que de la dernière fois qu'elle l'a vue vivante, comment elle avait quitté la maison ce mardi soir, alors que tout le monde pensait qu'elle allait simplement faire une courte promenade. Les autres témoins incluaient les hommes ayant retrouvé Marie et ceux impliqués dans le dragage du ruisseau L et les premières sont en recherche. 3 médecins qui avaient été chargés de pratiquer une autopsie ont révélé qu'elle avait reçu 2 balles dans la tête, l'une étant entrée derrière son oreille droite, traversant complètement son cerveau et s'étant logée de l'autre côté du crâne. Ils ont affirmé que cette blessure aurait entraîné une perte de conscience instantanée et la mort en quelques minutes. La balle aplatie a ensuite servi de preuve. La révélation suivante a stupéfié la salle d'audience lorsqu'un médecin a déclaré que Marie était enceinte de 6 mois lorsqu'elle a été tuée. Pour une jeune femme non mariée, la grossesse signifiait souvent la honte,
l'isolement et la perte de réputation, tant pour elle que pour sa famille. Les médecins ont également déclaré lors de l'enquête que l'estomac de Marie était vide et surtout qu'il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, ce qui indiquait qu'elle était déjà morte avant d'être placée dans le ruisseau. Le coroner a alors demandé si des blessures de défense avaient été trouvées sur le corps, ce à quoi les médecins ont répondu qu'il n'y en avait pas eu. La nature méthodique et délibérée du crime, le fait de transporter le corps jusqu'au ruisseau, de l'attacher à une grosse pierre et de le submerger, laissait peu de doute à l'enquête sur le fait qu'il s'agissait d'un acte prémédité. Après avoir examiné les preuves, le jury du coroner a rendu son verdict. Mary Pickering Tuplan, âgée de 17 ans, était décédée d'une blessure par balle à la tête, résultat d'un acte violent infligé par une ou plusieurs personnes inconnues. Cependant, bien qu'aucun nom n'ait été mentionné lors de l'enquête, les rumeurs locales désignaient déjà un jeune homme, même avant que le corps ne soit retrouvé. Le jeune homme en question s'appelait William Millman, un garçon de 19 ans venant d'une ferme voisine qui était connu pour avoir eu une relation amoureuse avec Mary. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles ils s'étaient rapprochés lors de la fête du Nouvel An précédente, et le résultat de cela était que Mary attendait maintenant un enfant. Cependant, à mesure que les rumeurs concernant son implication prenaient de l'ampleur, William Millman se rendit à Charlottetown pour consulter un avocat afin d'envisager une action en justice contre ceux qui propageaient ces accusations. Mais le voyage n'eut pas l'effet qu'il espérait. À son retour, une centaine de charrettes et de voitures bloquaient Pank la route devant la ferme de son père, et dans le champ adjacent, des gens s'étaient rassemblés, certains criant « Pendez-le !» William Millman fut arrêté. Un deuxième homme, Thomas Brayton, un employé de l'oncle de M. Millman, fut également arrêté comme possible complice. Cependant, à la suite d'un examen préliminaire devant 2 juges de paix, il fut relâché sans inculpation. John Millman, le père de William Millman, a tenté de lui fournir un alibi. Ne pouvant croire qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi grave, il a d'abord témoigné que William était avec lui au moment où Mary Tuplan avait disparu. Mais alors qu'il parlait, submergé par l'émotion et la tension, il s'est évanoui. Lorsqu'il a retrouvé son calme, il a admis que lui et sa femme assistaient tous les deux à une réunion d'église la nuit où Mary a disparu. William Millman a ensuite été transféré à la prison du comté de la Reine à Charlottetown pour attendre son procès. Le procès a commencé à la fin janvier 1888 à Charlottetown, 6 mois après la mort de Mary. L'accusation s'appuyait entièrement sur des preuves circonstancielles, mais celles-ci étaient nombreuses. Plusieurs témoins ont placé William Millman près de la maison des Tuplan, la nuit où Mary a disparu. James Summers, le beau-frère de Mary, a témoigné qu'il l'avait vue sur la route ce soir-là, portant une écharpe autour de la tête, apparemment déguisée. Un autre témoin, M. Muttart, a affirmé avoir vu William Millman parler à Mary sur la route cette nuit-là et qu'il se couvrait le visage avec un mouchoir quand quelqu'un passait. Des témoins ont vu le bateau de William Millman traverser la rivière cette nuit-là, et une jeune fille l'a aperçu près du chemin boueux, près de la maison des Tuplan. Le frère cadet de Mary, Donald, a aussi témoigné avoir vu William Millman sur un sentier voisin. 2 coups de feu avaient été entendus ce soir-là, semblant provenir de la maison des Tuplan. Il a aussi été dit que M. Millman n'avait pas participé aux recherches et, interrogé, il n'a donné aucune explication pour justifier sa présence ce soir-là. Une sœur de Mary a témoigné que Mary lui avait révélé son secret et désigné William Millman comme père. Le témoignage le plus accablant fut celui d'un jeune homme nommé Patrick Power. Il a affirmé devant le tribunal que William Millman l'avait contacté le 30 juin, peu avant la découverte du corps, pour lui demander un faux alibi. Selon M. Power, M. Millman voulait qu'ils disent qu'ils y étaient été ensemble pendant 2 heures la nuit du meurtre. M. Power a déclaré qu'il avait d'abord accepté cette demande, mais plus tard, lorsqu'il a été présenté devant un juge de paix, il a décidé de dire la vérité. Francis, le frère de Patrick Power, a aussi témoigné. Il a déclaré au tribunal avoir prêté un revolver à M. Millman à la mi-mai, rendu seulement le 30 juin, 2 jours après la mort de Mary. Il a ajouté que, lorsqu'il avait demandé à récupérer l'arme le 27 juin, M. Millman avait répondu qu'il devait d'abord l'utiliser. Lorsque cette arme a été examinée par la police, il a été confirmé que 2 chambres étaient vides et que 3 étaient encore chargées.
La balle retrouvée dans le crâne de Mary correspondait au calibre de l'arme, et il a été confirmé que le témoin n'avait pas utilisé le revolver après l'avoir récupéré. Durant le procès de 11 jours, la couronne a fait témoigner 48 personnes présentant sans interruption témoignages et preuves. Les audiences attiraient quotidiennement une foule nombreuse, le public remplissant la salle et se massant dehors, avide de suivre chaque rebondissement d'une affaire captivant la province. Après l'accusation, l'avocat de William Millman, M. E. J. Hodgson, a présenté sa plaidoirie. Il n'a fait citer que 18 témoins, mais étrangement, au lieu de renforcer la défense de William, cela semblait produire l'effet inverse. Le témoignage de sa famille a contredit son alibi, renforçant les doutes sur son récit la nuit de la disparition de Mary. Au lieu de susciter des doutes raisonnables, la défense n'a fait qu'accentuer l'impression que William avait quelque chose à cacher. La propre mère de William, Madame Joanna Millman, a déclaré au tribunal que son fils n'était pas à la maison lorsque son mari et elle sont rentrés d'une réunion à l'église peu après 10 heures ce soir-là, mais elle a ajouté qu'il est arrivé quelques minutes plus tard et qu'il est entré dans la cuisine vêtu de vêtements sombres. La sœur de William, Marie-Elisa, a déclaré que pendant que leurs parents étaient encore absents, elle se souvenait que William lui avait dit qu'il comptait descendre à la rivière pour se baigner, ce qu'elle trouvait très inhabituel vu l'heure. D'autres témoins se sont souvenus avoir vu une charrette cette nuit-là dévaler la route à une vitesse inhabituellement élevée, avec à l'intérieur 2 jeunes hommes et une jeune fille. Mais comme la charrette roulait si vite, ils n'ont pas pu les reconnaître. La défense a également affirmé que William avait demandé à Patrick Power de lui fournir un alibi, non pas pour cacher sa culpabilité, mais pour protéger sa mère, car il craignait que le choc de la mort de Mary, combiné à sa grossesse, à son rôle de père et à son statut de suspect, ne soit plus que ce qu'elle pourrait supporter. M. Hodgson a fait venir ses témoins experts. L'un d'eux, d'une armurerie locale, a affirmé que les balles retrouvées dans le corps de Mary Tuplin ne correspondaient pourtant pas à la marque de l'arme de M. Power. De plus, plusieurs personnes ont témoigné avoir vu l'accusé tirer auparavant 2 coups de feu, l'un sur le bord de la route et l'autre dans un morceau de bois. La défense a rappelé l'agent Mackay à la barre des témoins et, au tribunal, on lui a demandé de mesurer soigneusement les bottes de William Millman. Il l'a fait et a conclu que les empreintes près de la rivière étaient bien plus petites que les chaussures de M. Millman. Dans ses remarques finales au jury, M. Hodgson a souligné le principe du doute raisonnable, leur rappelant que le simple soupçon ne suffisait pas pour condamner. Il a souligné que l'affaire manquait de toute preuve directe et reposait trop sur des suppositions. Il a soutenu que William Millman n'aurait pas pu commettre le crime dans le temps imparti et a affirmé que son client était chez lui malgré des témoignages le situant sur le bateau. Regardant le jury, il a déclaré qu'en tenant compte du moment où les coups de feu avaient été entendus, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour qu'il place le corps de Mary sur un bateau, le rame sur un quart de mile, le laisse couler dans une rivière et rentre tout de même chez lui, à peu près au moment où ses parents étaient revenus d'une réunion à l'église. Le procureur général Peters, représentant l'accusation, a contesté ce point de vue. Il a rappelé que le doute raisonnable repose sur la logique, non sur des suppositions, et affirmé que seul William avait un motif clair contre Mary et que les déplacements des autres cette nuit-là n'étaient pas aussi suspects. Le lendemain, le juge Henley a résumé l'affaire en 4 heures. Tout au long, il a offert peu d'encouragement à la défense, accordant plutôt du poids à une grande partie de l'argumentation de la couronne. Le 4 février 1888 à 16 heures, le juge a demandé au jury de délibérer sur le verdict. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe liant William Millman au meurtre, aucun témoin oculaire et aucune confession, l'accumulation de détails circonstanciels a été jugée convaincante par beaucoup. Sa demande d'alibi mensonger, sa présence près de la scène et son comportement suspect ont tous suscité de sérieux doutes. Au final, l'opinion publique était partagée. Certains le pensaient innocent, d'autres coupable. Le jury a délibéré pendant 5 heures avant de revenir annoncer qu'il déclarait l'accusé William Millman coupable. Un cri de surprise résonna dans la salle d'audience bondée, et William perdit soudain connaissance, devant être évacué par les gardes. 5 jours plus tard, le 9 février, le palais de justice attira encore une foule lors de l'annonce de la sentence de M. Millman. Le jury avait recommandé la clémence, mais le juge Henley décida de rejeter leur appel, déclarant qu'une telle indulgence n'était pas méritée.
Compte tenu du caractère prémédité du crime et de l'innocence de la victime, il déclara que William Millman serait détenu puis exécuté par pendaison dans l'enceinte de la prison de Charlottetown. William fut alors reconduit dans sa cellule. Fin mars, il tenta de s'évader en frappant un gardien avec une bouteille pour fuir la prison. Cependant, il fut rapidement maîtrisé et maintenu sous contrainte pour le reste de sa détention. Le 10 avril 1888 au matin, 50 témoins se sont réunis dans la cour intérieure de la prison de Charlottetown. Seules les personnes munies d'une autorisation spéciale étaient admises et tous restèrent silencieux lorsque, quelques minutes après, 8 heures, le mandat d'exécution fut lu et les dernières prières furent prononcées. William Millman fut alors pendu. Il est allé à la mort en proclamant son innocence sans jamais admettre sa culpabilité pour le crime. Tout le monde pensait désormais que l'exécution avait marqué le dernier chapitre d'une affaire qui avait bouleversé l'île du Prince-Édouard, une affaire de trahison amoureuse et de perte. Cependant, l'histoire n'était pas totalement finie. On découvrit plus tard que lors de l'autopsie du corps de Marie, sa tête avait été enlevée et envoyée à Charlottetown pour une analyse plus approfondie. Ce même soir, elle avait été enterrée à Margate, dans la même parcelle où son jeune frère avait été inhumé une semaine plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait eu aucune cérémonie et aucun membre de sa famille n'était présent. Et elle avait été enterrée sans sa tête. Au fil des années, l'histoire de la mort et de l'enterrement de Marie a été transmise dans la famille Tuplin, jusqu'à ce qu'un parent ayant entendu ces récits commence à enquêter sur ce qu'était devenu son crâne. Il découvrit finalement que le bâtiment, autrefois utilisé comme bureau du coroner, qui était maintenant un restaurant, contenait encore une boîte étiquetée et, à l'intérieur, se trouvait le crâne de Marie Tuplin. Le 21 août 2016, près de 130 ans après sa mort, le crâne de Marie a été réuni avec le reste de son corps. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.